Les biais cognitifs, ce sont des distorsions du cerveau, souvent inconscientes, qui altèrent nos jugements, raisonnements et nous éloignent de la logique et de la rationalité. Des biais, il y en a énormément, c'est un domaine d'études lié aux sciences psychologiques et sociales et nous y sommes quotidiennement confrontés. Il y a certains biais qu'il est quasiment impossible que le cerveau humain contourne, mais il y a d'autres biais qui ne touchent pas nécessairement tout le monde ou dépendamment des situations. Dans l'absolu alors, si l'on souhaite formuler un avis construit sur une œuvre, il vaut évidemment mieux éviter, autant que possible, de subir ces mécanismes cognitifs fourbes. Et l'un des meilleurs moyens de s'en prémunir est simplement de prendre conscience de leur existence, de leur nature et ainsi se donner un maximum de recul lors d'un jugement, d'un raisonnement ou d'une prise de décision. Retenez bien que les biais ne sont quasi systématiquement que des tendances, alors si vous ne vous sentez pas toujours concerné par les exemples qui seront pris, c'est normal. Comme dit dans le disclaimer, et je préfère en remettre une couche, je ne suis pas un expert sur le sujet, seulement un intéressé, et la majeure partie de la vidéo s'inscrit dans une interprétation personnelle, des biais cognitifs rapportés à la thématique des animés, et un peu des mangas. Alors soyez critiques sur ce que je vais dire dans cette vidéo et prenez le temps de réfléchir si tout cela vous semble bien rigoureux. La vidéo va s'articuler très simplement, je vais vous exposer des biais avec leur définition et je vais interpréter ce que sont, selon moi, les exemples relatifs à ces biais que l'on retrouve régulièrement dans les avis des gens sur les animés. Eh bien, c'est parti. Biais rétrospectif. Tendance à rationaliser un événement après coup et à le considérer a posteriori comme plus probable ou prévisible qu'il ne l'était avant sa survenue. Il peut être résumé par la formule « Ah, j'en étais sûr !» Il paraît évident à l'individu que les faits devaient se passer comme ils se sont déroulés. Je suis persuadé que vous avez déjà douté de la bonne foi de personnes ayant déjà prononcé ce fameux « Ah, j'en étais sûr !» si ce n'est que c'est vous qui l'ayez déjà prononcé alors qu'en toute honnêteté, vous n'auriez pas pu réellement prédire ce qui allait arriver. C'est un biais qui se retrouve très fréquemment dans l'appréciation et la critique de scénarios. Je suis intimement convaincu que c'est déjà arrivé à certaines personnes pour l'Attaque des Titans, et je pense que les révélations de qui sont les titans féminins, colossales et cuirassés font de très bons exemples ici. Sans spoiler, il y a suffisamment d'éléments et d'indices disséminés un peu partout dans l'œuvre pour que les révélations, une fois faites, semblent couler de source. Pourtant, je suis persuadé qu'une partie d'entre vous a simplement eu l'impression de l'avoir deviné, alors que cette même partie d'entre vous aurait été incapable de formuler les hypothèses correctement avant les révélations, ou du moins aurait douté quant au fait qu'ils aient réellement deviné. Je vous invite d'ailleurs à réfléchir si, sur le coup, vous ne vous êtes pas un peu menti à vous-même ou aux autres pour paraître malin, ce ne serait pas si étonnant, c'est un biais commun. Le biais-là peut être super impactant sur l'appréciation des œuvres, car sur des œuvres denses, au scénario riche en rebondissements, un individu peut arriver à considérer qu'un scénario ne soit pas si bon que ça, car il aura eu l'impression d'avoir deviné à l'avance certains points du scénario, ce qui n'était en réalité pas le cas. Erreur fondamentale d'attribution. Tendance à accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'un agent au détriment des facteurs externes dans l'analyse du comportement, du discours ou des résultats d'action d'une personne dans une situation donnée. Cette erreur revient à attribuer systématiquement à l'individu la responsabilité de ses actions. Alors, ce biais ne s'arrête en réalité pas là et englobe un deuxième phénomène également, mais je ne l'évoque pas ici pour ne pas ajouter de lourdeur, car elle ne nous intéresse pas pour notre étude. En tout cas, je me doute qu'énoncé comme ça, c'est pas forcément super clair, alors voici l'explication plus détaillée. Quand on assiste à un comportement, on va avoir tendance à attribuer les causes de ce comportement à des causes dites internes, c'est-à-dire propres à l'individu, au détriment de causes dites externes, c'est-à-dire qui n'ont pas de rapport direct avec l'individu. Comme exemple de causes internes, on retrouve l'intelligence, la gentillesse, le contrôle de soi, mais aussi, au contraire, la bêtise, la méchanceté, le manque de contrôle de soi. Pour les causes externes, on a par exemple la chance, la malchance, la météo, les facteurs situationnels. Un exemple concret. Vous marchez sur le trottoir et vous voyez une voiture rentrer dans une autre un peu plus loin devant vous. Vous allez sûrement immédiatement attribuer des causes internes au comportement du conducteur de la voiture qui a causé l'accident. Vous allez vous dire que la personne n'est pas très bonne en conduite, qu'elle manque de concentration, qu'elle manque de réactivité, plutôt que de penser à des causes externes pouvant expliquer cet accident telles que il est possible que le conducteur ait dû esquiver à un animal ou un enfant qui a eu un comportement imprévisible, ou bien que la route était dérapante à cet endroit. En espérant que je sois parvenu à vous faire comprendre le principe de ce biais, normalement à ce stade, vous vous demandez quel serait le rapport avec notre sujet. Eh bien pour cela, reprenons la dernière phrase que je vous ai donnée lors de la description du biais. Cette erreur revient à attribuer systématiquement à l'individu la responsabilité de ses actions.
Il suffit de remplacer la notion d'individu seul par la notion de groupe, le mécanisme est le même, et l'on va pouvoir discuter du traitement des gens vis-à-vis des studios d'animation. Selon moi, l'on assiste très fréquemment à l'erreur fondamentale d'attribution lorsque les gens parlent de la qualité des œuvres en mentionnant les studios derrière. Lorsqu'une production est de qualité moyenne, les gens vont avoir tendance à dire des choses comme « le studio a fait du mauvais boulot » ou le fameux « le studio a été fainéant ». Dans cet exemple, pour expliquer le mauvais résultat issu du travail d'un groupe, les personnes s'emploient surtout à donner des causes internes, l'incompétence, la fainéantise, plutôt que de penser à des facteurs externes et situationnels qui sont, dans le cas de l'industrie de l'animation japonaise, bien plus souvent responsables de la mauvaise tenue des productions que les facteurs internes. Comme facteurs externes, on peut retrouver la surproduction générale, le surmenage des travailleurs, les délais trop courts, les mauvaises conditions de travail, etc. Idem, lorsque l'adaptation animée d'un manga n'est pas totalement fidèle à l'œuvre d'origine, sont invoquées immédiatement des causes internes aux travailleurs du studio comme « ils ont pété un câble »,« ils n'ont pas lu le manga » ou « ils ne sont pas suffisamment bons pour retranscrire la qualité du manga », qui sont des facteurs internes, relatifs encore une fois à l'incompétence, plutôt que de penser aux facteurs externes comme, encore une fois, la surproduction, les délais, mais aussi dans ce cas-là, la contrainte du format d'épisode, qui amène souvent à des concessions par rapport aux matériaux d'origine. Pour résumer tout ça, l'erreur fondamentale d'attribution dans le domaine des animés, ce serait considérer que les travailleurs dans l'animation japonaise soient entièrement responsables de la qualité finale de ce qu'ils produisent, ce qui est littéralement faux, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Biais de représentativité. Tendance à fonder son jugement à partir d'un nombre limité d'éléments que l'on considère comme représentatifs d'un ensemble plus large. Ce biais revient à se baser sur une représentation personnelle de la réalité ou sur des stéréotypes plutôt que sur une analyse statistique. Ce biais revient aussi à généraliser à partir de cas particuliers et d'exemples précis. J'ai considéré 2 applications à notre sujet sur ce biais. La première est très simple, si vous ne diversifiez pas les genres que vous regardez, typiquement si vous ne regardez quasiment que des adaptations de Neketsu de combat, vous allez sûrement étendre les clichés de ce genre à l'ensemble du média. Comme par exemple dire, dans les animés, il y a toujours un antagoniste badass, alors qu'une grande partie des animés n'ont tout simplement pas de personnage antagoniste. Sur ce type de raisonnement, c'est juste que certaines personnes ne voient que la partie émergée de l'iceberg, et créer des généralités, c'est extrêmement commun. Pour la deuxième application, j'ai une question pour vous, vous devez y répondre en moins de 5 secondes, je vous prends par surprise, voici le postulat. Le manga Gunstar Heroes est un neketsu de combat prépublié depuis 2017 dans le Weekly Shonen Jump. Il est écrit et dessiné par l'auteur de Volt Strike, un manga de 1997 méconnu du Jump, qui a été, l'année de sa sortie, un rival de One Piece. Selon vous, Gunstar Heroes a plus de chances d'être un manga sur l'amitié et la détermination, ou un manga sur l'amitié et la détermination avec un protagoniste qui n'abandonnera jamais. Je vous laisse quelques secondes. Et stop. Si vous avez répondu la 2, vous venez d'être victime du biais de représentativité, car il est strictement impossible que la deuxième proposition soit plus probable que la première, étant donné que la deuxième proposition englobe la première tout en ajoutant un détail supplémentaire. Plutôt que de raisonner en termes statistiques, vous avez juste cherché la proposition qui vous a évoqué l'image la plus fidèle que vous vous faites du neketsu de combat. Bon, alors là je viens de vous adapter sur la thématique des mangas cette fois, une expérience scientifique menée dans le cadre de l'étude du biais de représentativité. Tout est faux, hein. Gunstar Heroes c'est pas un manga mais un jeu vidéo, et Volt Strike c'est un nom à la con que j'ai inventé sur le tas. À cause de ce biais, on peut facilement imaginer que les préconceptions des gens, basées sur un descriptif ou des informations contextuelles, magazine de prépublication, auteur-autrice, puissent mener à certaines attentes qui ne seront possiblement pas satisfaites par l'œuvre, ce qui aboutira à une déception et donc à un avis biaisé. Imaginons dans quelques années que le prochain manga de Atsushi Okubo, auteur de Soul Eater et Fire Force, soit publié dans le Weekly Shonen Magazine et que vous soyez fan de l'auteur. Vous allez sûrement nourrir des attentes, conscientes ou inconscientes, pour la nouvelle œuvre, liées à la nature de Soul Eater et Fire Force. Et si ce nouveau manga se trouvait être un thriller psychologique et que vous n'ayez pas été mis au courant de cela avant de lire le manga, il y a des chances que vous soyez déçu car vos attentes auront été comme trahies et que vous dépréciiez l'œuvre plus que de raison. Je suis persuadé que vous connaissez des gens qui vous ont déjà dit être déçus de la nouvelle œuvre d'un auteur ou d'une autrice, et quand vous leur avez demandé ce qui leur a déplu, qu'ils vous aient simplement répondu « Oh, c'est juste que je m'attendais pas à ça, c'était trop différent de ce qu'il ou elle faisait avant », sans parler des qualités intrinsèques de l'œuvre. Eh bien, ce serait sûrement un exemple parmi tant d'autres du biais de représentativité.
Malédiction de la connaissance. Tendance d'une personne à supposer inconsciemment que les autres ont les mêmes dispositions qu'elle pour comprendre et interpréter des choses. Les individus ont du mal à reconstituer un état mental antérieur dès lors qu'ils ont progressé et obtenu de nouvelles informations pertinentes sur un sujet. En d'autres termes, à partir d'une certaine maîtrise sur un sujet donné, il se trouve être compliqué pour un expert de se mettre à la place d'un novice et de se représenter la perception d'un novice. En exemple concret, un prof de maths pourra avoir des difficultés à enseigner correctement sa matière à des novices car, avec son expertise actuelle, toute la logique des mathématiques lui paraît limpide et donc la représentation de l'état mental d'un novice à qui la logique échappe encore peut être compliquée. Par rapport à notre thématique, ça devient très intéressant, surtout sur l'art de l'animation. Comme tout art, il permet à un expert de percevoir des choses inaccessibles à un novice, créant une différence de perception très grande entre un expert et un novice sur une même animation. Et puis, à l'instar de beaucoup d'arts graphiques, il y a des situations où, sans les clés de compréhension adéquates, un excellent travail peut faire consensus comme étant mauvais parmi les novices. Je pense immédiatement au combat Naruto contre Pain dans Naruto Shippuden, où les déformations considérées excessives du corps de Pain à différents moments du combat ont fortement déplu à beaucoup de personnes. Le paradoxe se trouve dans le fait que ces animations ont justement beaucoup plu aux personnes plus expertes en animation, qui ont compris le travail titanesque réalisé sur ce combat, et pour qui ces déformations tiennent avant tout d'un parti pris et du style de l'animateur que de sa prétendue incompétence. L'animateur en question, celui responsable de ces fameuses déformations, c'est Shingo Yamashita. C'est un animateur clé et directeur d'animation de légende, et bien que ce ne soit pas un argument en soi qui prouverait que son travail sur le combat soit super, sa réputation dans l'industrie suffit au moins, je pense, à considérer qu'il ne soit pas question de son incompétence si vous n'avez pas aimé le combat. Je pense aussi à l'animation de Mob Psycho 100 que certains novices considèrent comme mauvaise, car ils confondent le style simpliste des dessins avec l'animation, alors que l'animation de Mob Psycho fait, sans l'ombre d'un doute, partie des meilleures de la décennie passée. Tout ça pour parler du cœur de notre interprétation. Les personnes plutôt expertes, au regard d'une animation incroyable, auront tendance à ne pas comprendre comment des personnes novices ne puissent trouver cette animation que seulement belle, sans en saisir le côté exceptionnel. L'inverse est également vrai, un novice pourra trouver une animation plutôt belle, là où une personne experte la trouverait mauvaise, ne comprenant pas comment il est possible que la personne novice trouve de la beauté sur cette animation. Il faut donc veiller à ne pas vous emporter si votre interlocuteur ne partage pas votre enthousiasme ou votre désarroi vis-à-vis d'un élément dans un domaine que vous maîtrisez et comprenez mieux que lui. C'est tout à fait normal, et vous étiez à sa place il fut un temps, c'est juste que vous n'arrivez pas à vous rappeler le moment où vous étiez encore inculte. Biais de supériorité illusoire. Tendance des individus à surestimer leurs propres qualités et capacités et à se surestimer par rapport aux autres. Celui-là va être vite expédié, il est très simple à comprendre, ça a été démontré, les gens ont tendance à se considérer au-dessus de la médiane en termes de compétences dans différents domaines. Pour rappel rapide, la médiane dans un échantillon, c'est la valeur pour laquelle 50% de la population est au-dessus et 50% est en dessous. En gros, si vous êtes pile dans la médiane de votre classe dans votre moyenne de maths, ça veut dire que votre moyenne est meilleure que celle de la moitié de votre classe, mais aussi moins bonne que celle de l'autre moitié du coup. Alors, c'est vraiment pas systématique, vous vous doutez bien que quelqu'un qui n'a jamais touché un piano de sa vie ne va pas surestimer ses capacités à jouer du piano, mais ça a tendance à toucher des domaines plus généraux et communs comme la sociabilisation, l'intelligence, l'humour, les capacités d'adaptation, les capacités d'apprentissage, etc. Pour le domaine des animés, c'est très simple, le biais de supériorité fait qu'il y aurait une tendance, pour un fan d'animé lambda, à se penser plus apte à donner des avis pertinents, à penser mieux pouvoir comprendre les histoires, à penser mieux pouvoir juger l'animation que ce qu'il en est en réalité. Et du coup aussi, à considérer se trouver au-dessus de la médiane des fans d'animé pour ces compétences-là. Croyance en un monde juste. Tendance des individus à raisonner selon ce principe, on obtient ce qu'on mérite et on mérite ce qu'on obtient. Il y aurait énormément de choses à développer sur ce biais, notamment sur la partie « on mérite ce qu'on obtient », qui a été l'axe majeur de recherche sur ce biais en psychologie sociale, mais nous on va s'intéresser à la partie « on obtient ce qu'on mérite ». Les individus ont tendance à considérer qu'on obtient ce qu'on mérite en lien avec ce que certains appelleront le karma, d'autres le destin, d'autres le jugement divin. Chacun aura son terme, mais quoi qu'il en soit, tout cela amène à un raisonnement erroné que vous avez obligatoirement rencontré au moins une fois dans votre vie, succès égale qualité. Il y a beaucoup de personnes pour qui la popularité d'une œuvre est un marqueur de qualité et qui emploient des raisonnements faux tels que « s'il y a tant de personnes qui aiment, c'est la preuve que c'est bien ».
Ces logiques écartent toute notion d'effet de mode, d'effet de masse et tant d'autres facteurs qui expliquent très largement comment il est possible qu'une œuvre de qualité discutable puisse devenir populaire. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup développer sur l'application de ce biais-là à l'appréciation des animés. C'est tout simple, un animé populaire aura tendance, grâce à ses défenseurs, à bénéficier d'un argument gratuit et prêt à dégainer contre toute critique qui lui serait faite. Et l'inverse marche également. Un animé impopulaire aura tendance à subir un argument gratuit et prêt à dégainer pour le critiquer négativement, type « ton vieux truc que personne connaît là ». C'est un biais d'autant plus dangereux, pourrait-on dire, que la qualité d'une œuvre ne possède aucun indicateur concret et indiscutable sur lequel se référer. Les indicateurs de qualité les plus pertinents à notre disposition seraient sûrement la note moyenne d'utilisateurs et ou d'experts sur différents sites, et on va pas se mentir, c'est pas toujours les outils les plus fiables, mais les indicateurs les plus visibles par le grand public, ce sont surtout les indicateurs de popularité. Chiffres de vente, de visionnage, à quel point on en entend parler autour de nous, etc. Les indices de popularité deviennent alors, pour beaucoup, des indices de qualité, ce qui est, encore une fois, tout à fait faux. Effet de simple exposition. Biais caractérisé par une augmentation de la probabilité de développer un sentiment positif envers un stimulus, personne, produit, lieu, discours, par la simple exposition répétée à ce stimulus. Plus nous serons exposés à ce stimulus et plus il y a de chances que nous l'aimions. Dans la réalité, les exemples les plus parlants se situent dans la publicité, qui est un domaine s'appuyant énormément sur cet effet. L'exposition répétée à un produit ou service entraîne une certaine familiarité sur ces éléments et tend à nous les faire plus apprécier que de raison. Ce biais-là est clairement un des plus traîtres. D'une part, car il fait son œuvre discrètement dans notre tête sans brusquer, et d'autre part, car les gens ont tendance à s'en croire totalement prémunis. Il y a beaucoup de personnes qui ne reconnaîtront pas que la publicité puisse avoir une influence sur eux, et pourtant, si le matraquage publicitaire continue de perpétuer, ça n'est pas pour rien. Dans tous les cas, on n'est pas ici pour décortiquer les biais en profondeur, mais si vous faites confiance aux chercheurs du milieu, sachez qu'on est normalement tous concernés par ce sentiment de familiarité qui accroît notre affect sur beaucoup de choses différentes. Bref, notre application aux animés est simple. Si vous êtes souvent exposé, sur tout type de réseaux sociaux, à du contenu lié à Tokyo Revengers sans avoir regardé la série ou lu le manga, eh bien, il est possible que cela ait déjà, inconsciemment, augmenté votre affect envers Tokyo Revengers. De là, on pourrait se dire, bien sûr, c'est logique, en même temps, si les personnes voient des vidéos d'animation stylées ou des images de beaux plans fixes, c'est normal que ça leur donne envie, mais justement, ce biais fait que même avec des éléments insignifiants, comme des images quelconques, voire même juste des mentions du titre ou du logo, ça ait un impact sur le cerveau des gens. Concrètement, il ne va pas y avoir de mécanisme magique où, au bout d'un certain nombre d'expositions à un animé, vous allez subitement avoir envie de le voir, c'est plutôt que lorsque vous allez chercher une série animée à regarder, vous allez la voir en tête, accompagnée de son sentiment de familiarité et d'un minimum d'inclinaison positive envers elle. Effet de faux consensus. Tendance à surestimer le degré d'accord que les autres ont avec nous dans nos opinions, croyances, préférences, valeurs et habitudes, pensant qu'elles sont soit soutenues par la majorité, soit plus soutenues qu'elles ne le sont vraiment. Ce biais cognitif tend à conduire à la perception d'un consensus qui n'existe en réalité pas, d'où la notion de faux consensus. Il est particulièrement répandu dans les groupes qui partagent une opinion collective commune sur un sujet, car cette opinion partagée vient conforter l'opinion personnelle. Dans la réalité, il s'exprime par un exemple simple, les gens qui sortent régulièrement au bar avec des amis pour boire des coups ont tendance à penser que la part de consommateurs réguliers d'alcool est beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est vraiment, sous-estimant beaucoup les non-consommateurs ou rares consommateurs d'alcool, car leur entourage n'est composé quasiment que de buveurs d'alcool. Les applications à l'appréciation et à la critique des animés me semblent assez évidentes. Par exemple, si vous vous êtes créé une timeline Twitter composée de personnes partageant les mêmes goûts en animé que vous, ou que votre source d'échange sur les animés est relative à une fanbase spécifique, comme ce serait le cas sur un Discord pour fans de One Piece par exemple, alors il est possible que dans cette sphère sur mesure pour vous, vous soyez confronté à des consensus vis-à-vis de certaines œuvres et que vous ayez l'impression que telle œuvre met absolument tout le monde d'accord, alors qu'il faudrait pousser le constat plus loin, car ce n'est pas forcément vrai en dehors de votre sphère, ce qui serait donc un effet de faux consensus. Et au-delà de l'appréciation directe des œuvres, puisque le biais est rapport à toutes les opinions possibles, il se retrouverait également sur des opinions, croyances, préférences telles que la 3D c'est nul, ou bien il y a du fanservice dans tous les animés. Biais d'ancrage. Les individus ont tendance à utiliser la première information reçue sur un sujet comme point d'ancrage de référence.
Ils lui donnent une importance déraisonnable et s'en servent alors pour juger des autres informations qu'ils reçoivent ensuite, d'autant plus si leurs connaissances sur le sujet sont faibles. Ce n'est pas le biais le plus simple à assimiler via son unique définition, alors on va prendre un exemple concret. Si par exemple vous regardez les Jeux Olympiques d'été et que vous découvrez l'épreuve du lancer de javelot sans avoir aucune connaissance préalable sur le sujet, alors le premier lancer du premier participant va devenir votre indicateur de référence, votre encre, qui va vous servir à juger des performances des lancers suivants. Mettons que le premier lancer finisse à 70 mètres. Si le deuxième lanceur envoie son javelot à 75 mètres, cette performance-là va vous sembler bonne en comparaison de la première. Si le troisième lanceur envoie son javelot à 80 mètres, vous allez sûrement considérer que ce lancer est vraiment excellent. À présent, considérons que vous ayez découvert le lancer de javelot avec un premier jet à 80 mètres. Vous n'avez aucune connaissance ni aucun repère sur le sujet, alors ce lancer ne vous évoque rien. Si le deuxième lancer est à 75 mètres, vous allez sûrement considérer ce lancer-là comme étant moyen en comparaison du premier. Si le troisième lancer est à 70 mètres, vous allez sûrement considérer ce lancer comme étant mauvais. Les différences sont réelles entre le jugement des lancers de javelot selon l'ancrage. L'application de ce biais à l'appréciation des animés serait, selon moi, surtout liée à l'animation. Si le tout premier animé de quelqu'un est Jujutsu Kaisen, alors au vu de la qualité d'animation incroyable, si la personne enchaîne sur la saison 1 de Sword Art Online par exemple, elle sera sûrement déçue par la qualité d'animation. Qu'on soit d'accord, l'animation de la saison 1 de Sword Art Online est globalement bonne, mais son appréciation pour ce qu'elle est sera sûrement biaisée en comparaison de la qualité d'animation qui a servi de point d'ancrage et pourra mener une personne à la déprécier par rapport à sa qualité réelle, alors qu'elle est de qualité très honorable. On peut facilement imaginer que ce biais d'ancrage affecte plein d'autres aspects que la simple qualité d'animation, mais considérant une personne qui découvrirait son premier animé, je pense que la qualité d'animation resterait la chose qui soit la plus visible et comparable d'une œuvre à l'autre pour une personne novice. Biais de confirmation. Tendance à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses, et à accorder moins d'importance aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions. Ce biais se traduit par une réticence à changer d'avis, à reconnaître ses torts, et contribue à un excès de confiance dans ses croyances personnelles. Alors ce biais-là, c'est un très gros morceau, c'est un des biais les plus destructeurs de nos jugements au quotidien. Dans la vraie vie, il s'illustre très bien avec un exemple simple et d'actualité. Si vous êtes pour le développement de l'énergie nucléaire en France, vous allez avoir tendance à taper dans votre moteur de recherche « atout du nucléaire » pour obtenir des informations allant dans votre sens. A l'inverse, si vous êtes contre son développement, vous allez plutôt taper dans votre moteur de recherche « défaut du nucléaire » pour y trouver des informations concordant avec vos idées. Dans les deux cas, la démarche sera d'orienter sa recherche pour y trouver des informations plus susceptibles de donner raison à son avis, plutôt que de tenter de confronter son avis à l'opposition pour obtenir un tableau plus nuancé de la situation. Ce schéma de pensée est un biais car, avec cet état d'esprit, les individus vont cimenter leur propre conception et ne plus laisser de place à la remise en question et à la confrontation de points de vue différents. Ils vont donc se maintenir dans la direction qui est la plus confortable pour leur cerveau. On peut considérer qu'il s'agisse d'une sorte de mauvaise foi où une personne sera à l'aise avec ses idées et décidera de continuer à nourrir sa thèse tout en rejetant en permanence l'opposition. On peut trouver des applications diverses de ce biais pour le sujet qui nous intéresse. Par exemple, quelqu'un qui n'apprécie pas un animé aura plutôt tendance à vouloir lire sur internet d'autres avis de gens qui n'ont pas aimé pour confirmer leur ressenti négatif sur l'œuvre, plutôt que de fouiller parmi des avis positifs pour essayer de comprendre ce que les gens lui trouvent de bon. Si l'on ajoute à cela une possible mauvaise approche de la personne par rapport à l'œuvre, comme des attentes mal placées ou un manque de patience pour une série qui prend son temps à démarrer, il serait d'autant plus dommageable de ne chercher qu'à conforter sa vision des choses sans essayer de prendre du recul. Typiquement, Steins Gate est une super série, mais qui demande de s'accrocher un peu au début en raison d'un rythme assez lent, qui, je le sais, a perdu pas mal de gens en chemin. Il y a aussi des séries très perchées et cryptiques comme FLCL, où il est tout à fait réaliste de penser qu'il y a des gens ayant catégorisé la série comme étant sans intérêt, sans avoir pris le temps de confronter leur dépréciation à des avis positifs, qui auraient pu leur expliquer qu'il faut gratter sous la surface pour en déceler la puissance de la symbolique. Effet de halo. Biais affectant la perception d'une personne, d'un groupe ou d'une marque. Interprétation sélective d'informations qui va dans le sens d'une première impression. Le biais se résume par une phrase simple « il ne voit que ce qu'il veut bien voir ». Une caractéristique jugée positive à propos d'une personne, d'un groupe ou d'une marque a tendance à rendre plus positives ses autres caractéristiques sans même les connaître, ou inversement pour du négatif.
La caractéristique initiale érige une sorte de halo, positif ou négatif, qui vient englober d'autres caractéristiques. Dans notre réalité, c'est un des biais principaux pressentis dans les marqueurs du racisme, mais pour notre sujet à nous, c'est surtout un sacré biais qui peut être dévastateur dans les jugements. Selon moi, ce serait le biais qui serait en cause lorsque les gens ont tendance à glorifier un scénario moyen qui s'inscrit dans un animé très réussi visuellement. Dans ce cas-là, la qualité visuelle crée un effet de halo sur d'autres caractéristiques de l'œuvre, comme son scénario ou sa narration par exemple. Ce cas-là me paraît d'autant plus pertinent que les gens ont généralement du mal à déterminer avec précision si les composantes d'écriture d'une œuvre sont bonnes ou pas, là où il leur est beaucoup plus simple d'avoir un avis clair sur les aspects graphiques. Sans avoir d'opinion nette sur le scénario, les gens passent un très bon moment devant l'œuvre, ils s'oublient tellement les épisodes fusent, ils sont pris dans l'action et en viennent à considérer des scénarios basiques comme étant très bons, en raison d'un sentiment global envers l'œuvre très positif, sentiment très influencé par la beauté visuelle. Et j'ai envie de prendre l'exemple de Demon Slayer. Je suis persuadé qu'il y a des gens ayant réfléchi sur l'écriture de Demon Slayer à part et trouvant ça super bien écrit, indépendamment de toute considération graphique, et c'est un avis qui leur appartient. Mais je suis également persuadé qu'il y a des gens n'ayant pas pris le temps de bien y réfléchir, qui considèrent que c'est très bien écrit un peu par défaut, cet avis étant biaisé par la beauté graphique. On pourrait même parler de défaut littéralement éclipsé par l'éclat des qualités. Et enfin, celui qui doit se trouver en dernier à tout prix, l'attache aveugle à l'égard des préjugés. Biais qui tend à considérer que l'impact des biais cognitifs sur les autres est bien plus fort qu'il ne l'est sur nous. Nous ne reconnaissons pas ou peu que les biais personnels, préjugés et autres influences façonnent notre jugement, nos préférences, nos valeurs, tout en considérant qu'ils ont façonné ceux des autres. C'est la conclusion idéale, on a tendance à se penser plus immunisé aux biais du cerveau que les autres, et oui, bien sûr, que certaines personnes sont moins affectées que d'autres, c'est évident. Il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup avant d'émettre des opinions, qui prennent les informations avec des pincettes, qui remettent les choses en question et en perspective, qui prennent toujours du recul. C'est du travail tout ça, il faut bien que ce soit récompensé quelque part. Mais ce biais-là, il doit surtout vous amener à réfléchir sur vous-même et également au contenu de cette vidéo. Vous venez d'assister à une vidéo type essai qui comporte des interprétations qui me sont propres, alors il vous faut les questionner. Si c'est à l'issue d'une vraie réflexion, vous avez le droit d'être convaincu par tout ce que j'ai dit, tout comme vous avez le droit de n'être que partiellement convaincu, voire pas du tout convaincu. Tant que vous êtes au clair avec votre esprit, c'est le principal. Je conclurai cette vidéo par un appel à l'humilité. La communauté francophone des fans d'anime et de manga a énormément grandi récemment et les réseaux sociaux sont pour la plupart des modes d'expression encourageant les avis à chaud, mais il y a tellement plus à retirer d'échanges sains, réfléchis et plus compréhensifs. On est tous soumis au biais cognitif, vous comme moi, on a tous du mal à être totalement impartial et juste à propos des œuvres qu'on voit. Partant de ça, il serait d'une part intéressant de réfléchir sur soi-même avant tout, et d'autre part, il serait souhaitable de ne pas juger trop durement les autres, même lorsque leur avis vous paraît totalement à l'ouest. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, je pense que vous faites déjà partie des gens qui ont tendance à prendre du recul et à réfléchir avant de causer, mais la sagesse c'est un travail de longue haleine auquel nous ne pouvons prétendre que nous approcher, alors ne relâchons pas nos efforts. Sachez qu'il est prévu que je fasse une vidéo un peu tandem avec celle-ci qui parlera plus sur l'aspect sociologie pure que psychologie sociale. On pourra aborder des sujets comme les effets de mode, le bien-paraître social ou encore l'élitisme, autant de facteurs qui distordent eux aussi les jugements des individus quant aux œuvres. Dans l'attente de lire vos retours, je vous dis à plus.